Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo, car là, l'heure est grave. On a une famille qu'on accompagne exactement depuis plus de 1 mois, qu'ils ont mis en garde à vue. C'est incroyable. Attendez, je vais éteindre la lumière déjà. C'est incroyable, s'il vous plaît. Là, on a vraiment besoin de votre soutien. Là, on a vraiment besoin du soutien de la majorité silencieuse. S'il vous plaît, partagez un maximum. Là, il faut que ça monte, il faut que ça monte, c'est pas normal. Et aujourd'hui, nous, le mouvement La Révolution est en marche. On n'a aucun moyen de communication dans le sens c'est que on n'a que notre page Facebook et les réseaux sociaux, car on est boycotté par les médias, car on est boycotté par nos semblables, car on est boycotté par toutes les personnes qui font du business sur de la misère humaine. On est boycotté par toutes les personnes qui vivent que de la haine, qui vivent que de la division. Et aujourd'hui, qui nous divise, qui crée de la haine, c'est l'institution policière. Ces tracailles au col bleu, ils t'en pleurer à la télévision française afin de trouver des solutions pour être payés de leurs heures supplémentaires. Mais si aujourd'hui ces personnes-là ont des heures supplémentaires pour commettre des actes de délinquance, pour commettre des actes d'intimidation, ce n'est pas normal. Et à un moment donné, on va avoir une police exemplaire. On va avoir une police qui a l'exemple, qui a l'image du triptyque républicain. Il ne faut pas oublier que toutes les institutions françaises sont établies, sont régies, sont montées par rapport au triptyque républicain. Aujourd'hui, les policiers ne sont plus responsables à Nîmes. Aujourd'hui, les policiers de Nîmes font une pression institutionnelle incroyable sur une famille au point de les mettre en garde à vue. C'est incroyable. Et s'il vous plaît, il faut partager un maximum cette vidéo. Car là, à la télévision française, on parle de gilets bleus, on parle que les policiers, dans leur commissariat, ne vont pas faire leur mission, on va dire, leur mission régalienne par rapport au fait qu'ils se plaignent sur leurs conditions de vie. Mais est-ce que c'est réellement leurs conditions de vie qui vont faire qu'ils vont travailler convenablement? Si on ne réforme pas la situation policière, si on n'a pas un vrai travail de fond, s'il vous plaît, partagez un maximum. Là, j'attends que ça monte afin d'expliquer l'histoire. Là, j'entends que ça monte afin que toutes les 15 personnes, je vous demande là, s'il vous plaît, il faut partager cette vidéo. S'il vous plaît, les 16 personnes qui ont regardé cette vidéo, s'il vous plaît, pour partager un maximum. Car là, il y a une maman qui a un enfant en bas âge de 2 ans qui est en garde à vue. Car donne que la vérité pour son enfant. Pour son frère qui a été tué, 10 coups de couteau puis brûlé. Et il y a une policière qui s'appelle Laurence Badja qui était au courant et qui n'a rien fait. Et pour ça, ils sont en garde à vue. Après, on nous dit en France, on est dans un pays de droit. On nous dit en France, on est dans un pays où il n'y a pas de dictature. On nous dit en France, on est dans un pays où il y a la liberté d'expression. Et lorsqu'il y a une famille issue de l'immigration, parler cru maintenant, là, cette vidéo-là, je vais parler cru, je vais parler clair. Cette vidéo-là, je vais dire que des vérités. Quand il y a des Français issus de l'immigration qui jurent de leur droit légitime de manifester, de liberté d'expression, eh bien, on les met en garde à vue en France. Ils sont en garde à vue. On voit toutes les semaines des êtres humains aller sur les Champs-Élysées, tout casser, tout brûler. À aucun moment on les empêche de manifester. Là, on a des Français issus de l'immigration qui demandent un droit légitime. C'est que justice soit faite par rapport à leur frère qui a été tué, puis brûlé. Et la seule réponse que l'État leur donne, c'est les mettre en prison. Car là, c'est l'État. Car la police nationale est une mission régalienne exclusivement payée, gérée, financée par l'État. S'il vous plaît, il faut partager un maximum cette vidéo. Car là, moi, à l'heure que je vous parle, je suis à Paris dans le 93. J'ai un appel du frère qui est à Nîmes, dans le sud. Il me dit, Adama, ils ont mis mes 2 sœurs en garde à vue. Sarah, c'est la 2e garde à vue qu'il a fait en même pas 2 semaines. Et on dit en France, on est dans un pays de droit. Et on nous dit qu'aujourd'hui, la police, elle est exemplaire. Lorsque tu les pointes du doigt, certains policiers jouent de leur autorité afin de mettre en état de silence une large partie de la population qui demande juste justice. Et là, en l'occurrence, on parle de 2 personnes, 2 femmes battantes qui luttent depuis 3 ans pour avoir la vérité sur leur frère qu'on a tué 10 coups de couteau et qu'on a brûlé. Partagez un maximum. Soyez responsables. Les 30 personnes qui sont en direct, partagez un maximum. Et à un moment donné, il faut être responsable. On ne peut pas regarder une vidéo Facebook en direct et croire que c'est un jeu. Nous, c'est pas un jeu. Là, c'est réel. Bon, maintenant, je vais raconter l'histoire. Exactement, il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans, il y a un jeune homme qui s'appelait Badré Fakir, paix à son âme. Badré Fakir qui avait 43 ans. Badré Fakir, il était chez lui. Un barbecue. Il mange
un repas que sa belle-fille lui donne. Il mange ce repas. Dans ce repas-là, sa propre famille, ils avaient mis du somnifère. Ils avaient mis un somnifère. Ils l'ont endormi. Lorsqu'il était endormi, sa femme, elle a voulu le tuer. Elle n'a pas réussi à le tuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé et tout, etc. Le frère de la femme qui a voulu tuer Badré Fakir, il s'appelle José. José contacte une amie d'enfance qui est policière, qui est officière de police judiciaire. Exactement le lundi, Badré Fakir était toujours séquestré. Badré Fakir, s'il vous plaît, partagez un maximum, parce que là, il y a 2 femmes qui demandent la vérité pour leurs frères, qui sont en garde à vue, car ils ont juste voulu jurer de leur liberté d'expression, de leur liberté de manifester. Bref. José, il appelle sa copine policière, qui s'appelle Laurence Badja. Il lui dit, voilà, en gros, mon neveu et ma soeur, ils ont déconné, ils sont en train de séquestrer elle séquestre son mari. En gros, qu'est-ce que je fais? Laurence Badja lui dit, ferme les yeux. Fais comme si rien n'était. Et bien le soir, ils ont fait quoi le soir? Et bien le soir, ils ont tué Badré Fakir, 10 coups de couteau et ils l'ont brûlé. Le lendemain, les 2 sœurs qui sont en garde à vue là, les 2 sœurs là, Hanan et Sarah qui sont en garde à vue. Sarah, c'est la 2e garde à vue en même pas 15 jours, juste pour avoir la vérité. Ils n'ont jamais insulté, ils n'ont jamais frappé quiconque. Les sœurs, ils n'ont pas de nouvelles de leur frère. Ils cherchent partout. Ils entendent à la télévision comme quoi il y a une personne qui a été retrouvée brûlée dans les bois. Et d'abord, ils ne pensent pas à leur frère, car leur frère, ce n'était pas un délinquant. C'était pas une personne qui pouvait mourir dans ce genre de conditions. Mais à un moment donné, ils voient une journée, ils n'ont pas de nouvelles de leur frère, vu que c'est une famille très proche. Ils disent, attends, on va aller appeler le commissariat. On va se renseigner au commissariat. Si c'est notre frère, eh bien, manque de peau, c'est leur frère qui a été brûlé. Mais lorsque leur frère a été brûlé, la police n'avait aucune piste. Là, écoutez bien, là, c'est là que ça devient intéressant. La police avait aucune piste. La famille, ils pètent les plombs. Le grand frère, la sœur, les proches. Ils font tout, ils réfléchissent qui a pu faire ça. Au bout de 4 jours, la famille, ils avaient des doutes sur leur neveu, leur belle-sœur et les proches. Mais ils n'avaient pas de preuves. Mais ils avaient des doutes. Ils font leur investigation. Et la chance qu'ils avaient eu, la famille, c'est qu'en face du pavillon de leur frère qui a été tué puis brûlé, il y avait des vidéos de caméras de surveillance du voisin. Et Badré Fakir, il avait dit à Sarah, il y a les vidéos caméras de surveillance de mon voisin, c'est un jour on essaie de cambrioler ma maison, vous savez qu'il y a les caméras de surveillance. Eux, ça fait tilt. Ils sont partis voir les vidéos caméras de surveillance. Et vous savez quoi? Ils avaient dit à la police d'aller vérifier les vidéos caméras de surveillance. La police ne sont pas allés. La famille, ils sont allés d'eux-mêmes. Au bout de 15 jours, ils ont vu les vidéos caméras de surveillance, ils voyaient quoi? Leurs 2 neveux prendre le corps de leur frère et le mettre dans le coffre. Incroyable. À 8h du matin, écoutez bien là les 69 personnes, s'il vous plaît, partagez un maximum, parce que là, on parle de 2 personnes qui sont garde à vue, où la police nationale de Nîmes fait un abus de pouvoir, fonctionne comme une milice au temps de Pétain. Exactement de 1940 à 1945, lorsqu'il y avait la 2e guerre mondiale, où on a tué plus de 6 millions de juifs. Et là, c'est une réalité à un moment donné. Parlons cru, c'est une réalité. J'ai la haine, mais tranquille, il faut me calmer. Vous savez, là, c'est... Lorsque la famille, ils ont fait montrer les vidéos de caméra de surveillance à la police nationale exactement à 8h du matin. À 8h du matin, 15 jours après le drame. À 8h du matin, ils vont déposer les caméras, du moins ils vont voir les policiers afin que les policiers les suivent à 8h du matin. À 8h40 du matin, José Garcia, le frère de l'assassin, se retrouve directement au commissariat à faire une dénonciation spontanée en balançant son neveu. Mais il fait la déposition face à sa copine Laurence Badja. Où on a vu un être humain qui va se réveiller à 8h40 du matin et balancer son neveu. Dites-moi, si c'est pas Laurence Badja qui l'a appelé pour dire va faire une dénonciation spontanée, car la famille, ils ont trouvé des vidéos caméras de surveillance, ça se trouve, on te voit dessus. Eh bien, à 8h40, il est en train de faire sa déposition. La famille, dès qu'ils ont vu la proximité entre Laurence Badja et José Garcia, au début, c'était pas dans les histoires de complicité de meurtre et tout. Ils ont juste dit, on veut que cette policière soit écartée de l'affaire, car elle est proche de la famille qui ont tué notre propre frère. La juge d'instruction leur dit, ok, on va l'écarter. Laurence Badja leur dit oralement, vous inquiétez pas, je suis plus dans l'affaire. Lors de la reconstitution des faits, 1 an après, ils voient quoi? C'est Laurence Badja qui est encore en charge de l'affaire de leur propre frère.
Ils pètent les plombs, la famille. Mais le pire, le jour de la reconstitution, Laurence Badja fait des allers-retours, elle envoie des SMS à José Garcia, ils font des conversations téléphoniques et tout, etc. Le lendemain, ils vont dénoncer ça à la juge d'instruction. Ils font tout le bruit nécessaire afin d'écarter Laurence Badja de l'investigation de leur frère qui a été assassiné. Une policière, une officière de police judiciaire. Ça avance pas, ça avance pas. 3 ans, ils luttent, hein, ça avance pas. Là, ils reçoivent une lettre du juge d'instruction disant qu'en quoi il veut fermer l'enquête. Sur les 7 protagonistes, hein, il y en a 7, hein, sur les 7 protagonistes, dont la policière Laurence Badja, il n'y en a qu'une qui est en prison, c'est la femme qui s'appelle Katarina Castro qui est en prison pour assassinat. Il n'y en a qu'une sur 7 personnes qui sont impliquées. Les 153 personnes qui ont regardé en direct. Vous avez des frères, je pense. Vous avez des neveux. Vous avez des amis proches. Dites-vous, votre ami proche, il se fait tuer de 10 coups de couteau lorsqu'il est endormi. Il est endormi sur somnifère, c'est baltringue. 10 coups de couteau, ensuite il le brûle. Et dans cette histoire-là, vous savez qu'il y a une policière qui était au courant, qu'elle aurait pu agir. Elle a fait un non-assistance à personne en danger. Elle a fait une complicité de meurtre, exactement selon l'article L121.4 du Code de procédure pénale. Allez regarder la loi. On est en France. Donc la famille, ils font quoi? Ils nous contactent, nous, le mouvement La Révolution est en marche. Pourquoi ils nous contactent, nous, le mouvement La Révolution est en marche? Car ils savent que nous, on n'a pas de limite. Ils savent que nous, lorsqu'on voit qu'on a tous les éléments d'enquête afin d'exiger la vérité des institutions françaises, en l'occurrence une mission régalienne comme la police nationale, c'est normal qu'on demande des comptes car ils sont payés par nos impôts. Cette putain de mission régalienne de merde, elle est payée par nos impôts. C'est normal qu'on lui demande des comptes. Elle est payée par nos impôts. C'est une mission régalienne. Il n'y a aucun financement privé ou d'une société ou quoi que ce soit qui finance cette institution, sauf nos impôts. C'est logique qu'on demande des réponses. On fait des manifestations. On fait exactement une manifestation exactement le 21 novembre 2018 devant le ministère de la Justice. On fait une manifestation exactement le 24 novembre à Nîmes, qui se passe très bien. On fait un plateau télé exactement le mardi 27. Mardi 27 novembre, on fait un plateau télé de Morandini. Énergie, 12. Morandini, tout le monde connaît Morandini. Si Morandini nous invite sur ce plateau télé, c'est qu'on a les preuves tangibles. Et même Morandini parle de la policière. Morandini. Ensuite, on fait une manifestation par rapport à Rosa Parks, exactement, le 1er décembre 2018. Et entre-temps, on a fait une demande de mobilisation exactement le 26 novembre pour manifester le 7 décembre. Le 6 décembre, et regardez, écoutez-moi bien, le 6 décembre, le vendredi, le jeudi 6 décembre, un policier m'appelle sur mon téléphone portable. Il appelle moi Adama Traoré. Il n'appelle pas la famille, il m'appelle moi, car c'est moi qui ai fait la demande de mobilisation. C'est Adama Traoré, c'est moi. Il m'appelle, il me dit, monsieur, la mobilisation, elle est annulée. Il m'appelle un jour avant, alors qu'on a fait la demande depuis le 26 novembre. Je lui pose la question, monsieur, vous êtes policier, pourquoi la manifestation est annulée? Il me dit quoi? À cause des gilets jaunes. Je dis, pourquoi monsieur les gilets jaunes? Les gilets jaunes, ils font leur action le samedi. Nous, on a fait exprès de faire ça le vendredi, afin qu'on ne soit pas assimilés aux gilets jaunes. Et jusqu'à preuve du contraire, on a fait une manifestation exactement le 24 novembre dans les rues de Nîmes, du commissariat de Nîmes jusqu'à la préfecture de Nîmes, qui s'est très bien passé. Pourquoi vous nous annulez la mobilisation? Se manifester est un droit constitutionnel. Manifester, c'est la liberté d'expression, surtout lorsqu'on parle d'une personne quand même qui s'est fait tuer de 10 coups de couteau, puis brûler, en sachant qu'il y a une policière, une officière de police judiciaire qui s'appelle Laurence Badja, qui était au courant des faits, qui a fait une complicité de meurtre. On a le droit de manifester notre colère. On est en France. Jusqu'à preuve du contraire, les gilets jaunes le font, ils sont à l'acte 6. Il me dit c'est comme ça, le préfet l'a décidé, c'est comme ça. Je lui dis, mais c'est quoi monsieur? Je lui dis, la manifestation, on ne va pas la faire. Symboliquement, on va se positionner devant le tribunal du tribunal de grande instance de Nîmes. Je prends le train, j'arrive à Nîmes, on arrive devant le tribunal de Nîmes. Ils font quoi? J'ai à peine pris le micro, ils m'ont interpellé à 8, ils m'ont foutu en garde à vue, moi et Sarah Fakir. Vous avez bien pu voir la vidéo, parce que la vidéo a fait près de 50 000 vues. Donc vous avez dû voir cette vidéo-là. Je lui pose la question lorsque je suis en garde à vue au policier. Je pose une question toute simple. Je dis, monsieur, les personnes qui sont sur le repas en train de bloquer, qui créent vraiment un trouble à l'ordre public, les gilets jaunes, ils ont fait une demande de mobilisation? Le policier me regarde droit dans les yeux. Il me dit non.
Je fais, comment ça se fait, nous, monsieur, lorsqu'on fait une demande de mobilisation, il y a exactement depuis le 26 novembre, vous l'annulez le 6 décembre, on ne peut même pas se retourner trouver une solution, on ne peut même pas faire un recours, on peut même pas faire un recours gracieux, un recours hiérarchique ou quoi que ce soit. On vient quand même manifester pacifiquement avec des papas, des mamans, des enfants, avec une banderole devant le tribunal afin de crier justice, crier réponse à une injustice d'État. Et aujourd'hui, vous nous pointez du doigt comme des criminels. Il m'a dit, monsieur, c'est les ordres. Et aujourd'hui, ils avaient une convocation au commissariat de Nîmes. Et là, le frère, il m'appelle, il me dit, ils sont en garde à vue. Et les 291 personnes qui ont regardé en direct, s'il vous plaît, partagez un maximum. Parce que vous savez ce qui arrive là à la famille Fakir. Ça peut arriver à n'importe qui. Car Badré Fakir, il n'a pas été tué parce que c'était un délinquant. Il n'a pas été tué car c'était un dealer de drogue. Il n'a pas été tué car c'était un braqueur. Il a été tué par sa propre famille. Il a été tué par sa femme et ses enfants. Il a été assassiné par sa femme et ses enfants. S'il vous plaît, partagez un maximum, car ça peut arriver à n'importe qui. Et exactement, qu'est-ce qui a fait que l'IGPN s'est saisi de l'histoire? Car l'IGPN est dans le coup. C'est pas un truc qu'on crie et on fait rien. L'IGPN, ils ont été exactement saisis par la famille depuis 2016. L'IGPN n'a pas bougé. En fin 2017, l'IGPN a classé l'affaire. Exactement, en janvier 2018, l'avocate de la famille a relancé l'IGPN via le procureur de la République. La famille est passée exactement sur 7 à 8 sur TF1. Exactement en février 2018. Ils sont passés sur 7 à 8. Sur l'émission de Henri Roselmack, je crois. Un Français de typologie africaine qui passe sur TF1. Lorsque ils ont vu qu'ils sont passés sur TF1 et ils parlaient de la policière, c'est là l'IGPN s'est saisi de l'histoire. L'IGPN exactement, ils sont venus déjà à 3 reprises voir la famille jusqu'à Nîmes. Comment ça se fait qu'aujourd'hui la famille sont en garde à vue? Je vais vous expliquer pourquoi ils sont en garde à vue, les 315 personnes. Et ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent le mouvement La Révolution est en marche, j'ai jamais parlé en couleur. J'ai jamais parlé de racisme. J'ai jamais parlé de tout ça. Moi, maintenant, je vais être clair. L'institution policière, exactement, elle a été créée exactement en 1800 par Napoléon Bonaparte. À la suite de la révolte des Tuileries qui avait choqué Napoléon Bonaparte. Lorsqu'après ils ont tué le roi, tout, etc., il avait vécu tout ça, c'était un grand commandant, il a été choqué. Lorsqu'il a créé l'institution policière, il a créé exactement les préfectures. Il avait créé 4 grandes préfectures, dont la préfecture de Paris. Exactement, en 1811, exactement, il y a eu l'arrivée de Vidocq, avec la police judiciaire. Exactement, ça a avancé. Exactement, en 1907, exactement, il y a eu la police du Tigre. Exactement, qui a été mise en place par Clémenceau. Ensuite, il y a eu exactement, en 1941, il y a eu exactement la police nationale qu'on connaît, qui a été créée exactement par le maréchal Pétain, ce traître de la nation. Ce traître tout court, qui ne mérite même pas d'être français. Maréchal Pétain qui a créé exactement la police nationale. Exactement avec les CMR, les premiers policiers des CRS, les ancêtres des CRS. C'est-à-dire la police nationale qu'on vit nous au jour d'aujourd'hui, elle a été créée en pleine période de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été créée à une répression incroyable envers les Juifs. Et bien là, au jour d'aujourd'hui, et je vais être clair, la police nationale a fait une répression incroyable sur les Français d'origine étrangère. Ou sur les Français issus de l'immigration. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, la police choisit qui elle accompagne, choisit qui elle défend, choisit comment elle investit par rapport à des histoires très dramatiques comme la famille Fakir vit. S'il vous plaît, 230 personnes, partagez un maximum de cette vidéo, car, heureusement, je ne parle pas de l'ensemble de la population, de l'institution policière. Heureusement, il y a beaucoup de policiers, et pour moi, ils sont même en majorité, qui ont compris c'est quoi être policier, être au service de la population, ne pas faire attention qui est en face de nous par rapport à la couleur de peau ou par rapport à la confession. Heureusement, il y a beaucoup de policiers qui aiment le triptyque républicain. Il y a beaucoup de policiers qui ont compris qu'ils sont au service de la population. Mais ces policiers-là sont étouffés par des policières comme Laurence Badja et tous ces sbires, tous ces copains et ces copines qui font une pression institutionnelle incroyable envers la famille Fakir. Et alors que je vous parle, les 2 sœurs sont en garde à vue. Et je vais m'en arrêter à là. Vous allez dans le sud de la France. Moi, Adama Traoré, avec le mouvement La Révolution est en marche, on a accompagné exactement une famille de Marseille, un jeune homme qui s'appelle Mourad, qui est mort suite à une course-poursuite, avec la police nationale, il est tombé du 2e étage, et la police, elle a fait un non-assistance à personne en danger. On a suivi exactement une famille, la famille de Joe Haï, paix à son âme, qui est mort suite à une course-poursuite avec la police municipale, qui s'est fait taper par un train, une mort incroyable. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, on a traité ces dossiers, on a fait des mobilisations, on est parti dans ces quartiers, on est passé dans ces villes, on a organisé la population pour faire valoir leurs droits. C'est-à-dire, on ne parle pas d'histoire, on ne parle pas de faits divers qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les tenants aboutissants. C'est ce qu'on a vécu, nous. Tout ça dans le sud. Dans le sud,
le racisme, il est incroyable. Dans le Sud, tous les Français d'origine maghrébine, ils sont pointés du doigt, c'est incroyable. S'il vous plaît, une personne qui connaît l'histoire de la France ne peut pas être raciste. S'il vous plaît, il faut que cette vidéo-là, vous la partagez un maximum. S'il vous plaît, il faut qu'à un moment donné, on comprenne c'est quoi une mission régalienne. Il y a 5 missions régaliennes exactement en France. Il y a la ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères. Les missions régaliennes sont financées par nos impôts. Tout le monde paye des impôts, parce qu'après, du comptable, pour payer des impôts, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de tout ça. Tout le monde paye des impôts afin d'avoir une vraie sécurité qui soit garantie. Et la Déclaration universelle de l'humain qui a été établie exactement en 1948 à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, afin de prôner la paix dans l'ensemble des territoires qui disent républicains, il est clair que toute personne a le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté. Toute personne a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté. Et aujourd'hui, la famille Fakir, dans son ensemble, n'a pas ce droit-là. Ce n'est pas normal. Exactement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 15, il est clair que toute personne a le droit de critiquer une personne de l'administration publique. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 15 exactement dit que toute personne a le droit de critiquer une personne de l'administration publique d'État, peu importe tant que c'est la population qui le paye. Putain, je vous parle, je vous donne des textes de loi, des faits concrets. Je vous parle concrètement. S'il vous plaît, partagez un maximum. S'il vous plaît, likez un maximum. Car alors que je vous parle, il y a 2 femmes. Une femme qui a 34 ans, qui est mariée, qui a un enfant en bas âge de 2 ans et qui est en garde à vue. Il y a une autre personne qui travaille elle-même, je crois, avec la police. De loin, elle travaille avec la police et elle est elle-même en garde à vue. Car ces 2 femmes luttent depuis 3 ans afin d'avoir la vérité sur comment leur frère a été assassiné et par qui il a été assassiné. Les 2 sœurs, ils ont fait un travail incroyable afin de trouver les auteurs du crime. C'est eux-mêmes qui ont remis tout entre les mains de la police. C'est pas la police qui a fait l'investigation. Donc s'il vous plaît, la France, elle mérite mieux que ça. On est des Français à part entière. Non, on n'aime pas le dire ça. Mais tellement on est brimé, tellement on est pointé du doigt, tellement on est stigmatisé, tellement on n'a pas les mêmes droits qu'exemple les gilets jaunes, eh bien on est obligé de dire qu'on est des Français. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte alors que je vous parle, il y a 2 femmes qui sont en garde à vue? Juste parce qu'ils veulent avoir la vérité sur leur frère qui a été tué par 10 coups de couteau et qui a été brûlé comme une voiture. Comme s'ils ont brûlé une voiture. Et s'il vous plaît, sans vous, rien n'est possible. Arrêtez de voir... Je sais que des fois les gens veulent me donner une image de moi, Adama Traoré, je suis une personne... qui crie, qui braille, je sais pas, ils veulent nous donner une image qu'on n'est même pas. S'il vous plaît. Voilà, je me sens démuni, j'ai la haine, j'ai envie de pleurer là, j'ai envie de pleurer, j'ai la haine. Parce que c'est pas normal ce qu'on vit en France, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, une famille qui demande la vérité pour leur frère depuis 3 ans se retrouve en garde à vue alors que les auteurs du crime sont tous en liberté, il n'y en a qu'une qui est en prison? Mais non, mais non. Pourquoi? Parce que c'est soi-disant d'une typologie maghrébine. Regardez, je suis en sueur. Tellement je suis vénère, je suis en sueur. C'est quoi ce qu'ils ont cette typologie maghrébine? Quoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir les mêmes droits que tout à chacun? C'est quoi le problème? Je sais pas. Une policière reste une citoyenne. Une policière n'est pas au-dessus des lois. Elle peut être la femme du commandant, elle peut être la femme du commissaire. On n'en a rien à cirer, nous. On va lui faire une guerre psychologique pour une paix morale comme jamais un être humain en a connu en France. Je suis prêt à mourir pour ça, moi, à titre personnel. Je suis prêt à mourir pour Badr Fakir. J'ai dit à son frère Kamel, ton frère, il est dans mon cœur, moi, à titre personnel. Mais sans vous, sans les 150 personnes qui sont en direct, tout à l'heure, j'étais près de 300 personnes en direct. Sans vous, rien n'est possible. Vous avez bien vu, nous, le mouvement La Révolution est en marche. On n'est pas dans les likes, on n'est pas dans les partages. Car on n'aurait pas fait autant de publications à la journée. Dans une journée, on peut mettre 10 publications. C'est qu'on en a rien à foutre, nous, de liker ou des partages. Mais nous, ce qu'on demande à certaines personnes, c'est juste de véhiculer le message. Que même si vous ne likez pas, vous ne partagez pas, mais quand je raccroche au direct, autour de vous, il se passe un truc de dingue, anime. Il y a une policière qui est complice d'un meurtre et qui a du monde autour d'elle. Il faut une pression incroyable sur la famille Fakir. Et c'est pas normal. C'est pas normal ce qu'on vit. Désolé si j'ai beaucoup parlé. Voilà, franchement, on a que ça, nous, pour communiquer aujourd'hui. Je suis à Paris, ils sont à Nîmes, ils sont dans le sud. Toutes les personnes qui habitent à Montpellier, Marseille, dans le sud, s'il vous plaît,
approchez-vous de Nîmes, essayez de savoir ce qui se passe à Nîmes, car ce qui se passe dans cette ville, c'est pas normal. Et à un moment donné, il faut les gens du Sud, arrêtez de faire les victimes. Les gens du Sud, arrêtez d'être parqués dans des quartiers, dans des cités, et vous tolérez le racisme. Car vous tolérez tous le racisme dans le Sud. Toutes les personnes qui habitent dans le Sud de la France, ils tolèrent le racisme. Toutes les personnes qui habitent dans le Sud, ils vivent le racisme à toute patate. Car je l'ai vu de mes yeux. Et à un moment donné, il faut vous arrêter ça. Car vous êtes des Français à part entière. Vous avez les mêmes droits que les gilets jaunes. Vous avez les mêmes droits que les policiers. Vous avez les mêmes droits que les pompiers. Vous avez les mêmes droits que les informaticiens. Car vous êtes des Français à part entière. Vous contribuez à l'essor de la France. Mais si vous ne comprenez pas vous-même que vos droits, vous allez les acquérir en luttant sur le terrain, vous n'allez jamais gagner. Vous allez toujours courber les chines. Et vos enfants vont courber les chines, vos petits-enfants vont courber les chines, et ainsi de suite. Vous êtes des Français à part entière, les Maghrébins du Sud. Ça, ne l'oubliez jamais. Parce que les Maghrébins, en France, vous êtes discriminés comme pas possible. Vous êtes pointés du doigt comme pas possible. Et ça, ce n'est pas normal. Car si vous vous laissez faire. Car si vous n'êtes pas solidaire. Car si vous n'êtes pas unis. À un moment donné, lorsque la République ne vous protège pas, vous devez favoriser le communautarisme. À un moment donné, c'est comme ça. Devenez communautaire. Organisez-vous entre vous. Mais faites-vous respecter à un moment donné. C'est pas possible, ça. Faut arrêter ça à un moment donné. Et les rebeux, réveillez-vous. Et les Arabes, réveillez-vous. Et les Maghrébins, réveillez-vous. Et je dis pas d'être anti-républicain, de sortir des coups de la loi. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire juste qu'à un moment donné, lorsque la République ne vous protège pas, vous met en garde à vue comme c'est en train de faire avec les sœurs Fakir, et bien vous, normalement, devez vous organiser politiquement afin de défendre les sœurs Fakir. C'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui en France par rapport aux Arabes. C'est pas normal qu'on fait croire que les Arabes, c'est les problèmes de la France. C'est pas normal qu'on les diabolise à chaque fois. J'en ai marre, moi, à titre personnel. J'en ai marre de ça. C'est pas normal qu'aujourd'hui, il y a 2 femmes qui se trouvent en garde à vue car elles veulent la vérité pour leur frère. Leur frère, il a été tué 10 coups de couteau. 10 coups de couteau. 10 coups de couteau, vous vous rendez compte? 10 coups de couteau, ils l'ont brûlé. Ils demandent la vérité, c'est normal. Bordel, c'est normal qu'ils demandent la vérité. Je sais pas. Dites-vous, votre frère se fait tuer par votre belle-sœur et par vos 2 neveux. Et dans tout ça, il y a une policière qui est impliquée. Qui est complice. Vous avez demandé la vérité, c'est normal. Une policière qui a passé un code de déontologie, qui a passé une formation de 24 mois. Oh! Je suis vénère, parce que j'ai que ça. Je vais faire quoi? Je vais prendre une arme, je vais aller tuer des gens, ça va rien changer. Je vais faire quoi? Je vais m'exposer, ça va rien changer. On n'a que ça, nous. Pour communiquer, on n'a que la page Facebook. On n'a que notre intelligence et notre savoir. Mais sans vous, rien n'est possible. Regardez, je suis en sueur. Regardez, je suis en sueur. Je sais pas si vous voyez. Je suis en sueur. Car aujourd'hui, je suis déterminé. Mais comment je vais faire sans vous? Comment on fait sans vous? Dites-moi. Et à Nîmes, la ville de Nîmes, réveillez-vous. Tout dans les quartiers sud, là, la ville du sud, là, Montpellier, Marseille, tout le sud, les Pyrénées, tout ça, tous les Français d'origine maghrébine, soyez solidaires à la famille Fakir. Tous les gens qui habitent à plus haut, Lyon, Vienne, tout ça, soyez solidaires à la famille Fakir. Et il faut que dans tout le sud, tous les Français d'origine maghrébine soient derrière la famille Fakir. À un moment donné, il faut parler cru. Ces personnes-là ne nous respectent pas comme des Français à part entière. Et bien ces Français-là, ces Français-là qui ne connaissent pas l'histoire de la France, croyez-moi, parce que s'ils ont reconnu l'histoire de la France, ils n'auraient jamais été des racistes, et bien ces gens-là, on va tous leur cracher dessus, on va leur faire une guerre psychologique pour une paix morale comme jamais ils en ont connu. À un moment donné, il faut être cru. À un moment donné, c'est à nous de mettre les gilets jaunes aussi. Mais mettre les gilets jaunes pour être respectés comme des Français à part entière, car ces personnes-là ne nous respectent pas. Exactement, et j'ai l'aine. Exactement, le 30 janvier 2019, on va faire une mobilisation devant le ministère devant le ministère de l'Intérieur par rapport à la famille Fakir. Et vous soyez nombreux et nombreuses. Mais par contre, dans le sud, s'il vous plaît, quand je raccroche cette vidéo-là, allez vous renseigner sur la famille Fakir. J'ai mis le lien sur la publication, il y a le lien. Allez vous renseigner sur la famille Fakir. Mais les Français d'origine maghrébine, arrêtez de faire les victimes dans le sud. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Soyez unis, s'il vous plaît. Car vous avez une force incroyable en France. Mais à un moment donné, il faut vous-même vous en prenez conscience. Car si vous n'en prenez pas conscience, on ne va jamais évoluer en France. Car c'est vous le peuple le plus nombreux en termes d'immigration en France. Sans vous, on ne pourra jamais faire bouger les choses. Et ça, mettez le bien de votre cerveau. Je vais m'en arrêter à là, car j'ai peur de dire des conneries, quand je commence à prendre la haine. Et quand moi je prends la haine, j'ai eu exactement 9 jugements. Et les 9 jugements que j'ai eus, c'est juste sur des phrases qu'ils ont sorties de leur contexte et m'ont enseigné à comparer devant des magistrats du siège. Les gens ont besoin de nous. Je peux pas dire tout et n'importe quoi, mais croyez-moi ce que j'ai dans mon cœur. Mais à un moment donné, quand mon cœur va péter, croyez-moi, je ne serai pas tout seul. Là, on est en train de construire. On est en train de construire une vraie armée. On est en train de construire une vraie intelligence. On est en train de construire un vrai projet politique. On est en train de construire des vrais outils économiques. Croyez-nous, dans 1 an, dans 2 ans, on sera prêt. Donc pas plus longtemps. Dans 1 an, 2 ans, avant les prochaines élections de 2022, les prochaines présidentielles, on sera prêt. Croyez-nous lorsqu'on va sortir dans la rue. Croyez-nous lorsqu'on va sortir pour avoir nos droits. Nous, ce n'est pas les gilets jaunes.
Nous, c'est pas les gilets jaunes. Moi, je vais être clair. Nous, c'est pas les gilets jaunes. Je respecte les gilets jaunes, je respecte leurs revendications, et je respecte leur façon de faire, car à un moment donné, ces institutions poussent ces personnes à faire tout et n'importe quoi. Malgré que je condamne les violences. Mais croyez-nous, lorsque nous, on va descendre, vous connaissez Ho Chi Minh. Allez vous renseigner, c'est qui Ho Chi Minh. Vous savez, c'est qui Ho Chi Minh? Ho Chi Minh, c'est un Vietnamien qui a fait la guerre aux États-Unis, qui a fait la guerre aux Français. Il avait le principe de la guérilla. Vous savez, nous, on connaît nos quartiers, on connaît nos banlieues par cœur. Quand on va commencer vraiment à lutter pour de vrai, quand on va vraiment avoir des finances pour pouvoir vraiment être semblable aux personnes qui nous oppressent, c'est-à-dire avoir vraiment tous les outils comme eux ont leurs outils. Croyez-nous, la France ne sera pas prête. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.